Avant que Tamerlan ne devienne le maître incontesté de Samarcande, avant que son nom ne fasse trembler les murailles de Delhi, de Damas et d'Ankara, avant que les chroniqueurs persans ne le comparent à un fléau divin, il n'était qu'un fils de petit chef de clan, né dans une vallée poussiéreuse de Transoxiane, avec une jambe blessée et aucune armée à commander. On répète souvent qu'il fut un second Gengis Khan, mais cette comparaison, aussi séduisante soit-elle, déforme presque tout ce qu'il faut comprendre de cet homme et de son époque. Que savons-nous vraiment de ce monde dans lequel il a grandi ? Un monde fragmenté, instable, traversé par des loyautés mouvantes et des empires en décomposition. Pourquoi un boiteux de la steppe, issu d'un clan turco-mongol de rang modeste, a-t-il pu rassembler sous sa bannière des dizaines de milliers de cavaliers, soumettre des royaumes entiers et bâtir une capitale dont la splendeur rivalisait avec celle de Bagdad au temps des Abbassides? Comment un homme qui ne savait probablement ni lire ni écrire a-t-il pu concevoir une politique culturelle d'une telle ampleur, attirant à sa cour des poètes, des astronomes, des architectes et des théologiens? Et surtout, que reste-t-il de tout cela une fois que les armées se sont retirées, que les villes incendiées ont été reconstruites, que les générations suivantes ont choisi d'oublier ou de réécrire? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un conquérant. C'est celle d'un système de pouvoir fondé sur la guerre perpétuelle, d'une civilisation qui a fleuri au milieu de la destruction et d'un héritage dont les traces se lisent encore aujourd'hui dans l'architecture de Samarcande, dans les traditions politiques d'Asie centrale, dans les mémoires blessées de l'Iran, de l'Inde et de l'Anatolie. C'est aussi l'histoire d'un paradoxe profond, celui d'un homme qui détruisait des villes entières et qui, dans le même mouvement, ordonnait la construction de monuments d'une beauté stupéfiante. Pour comprendre Tamerlan, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Nous sommes au milieu du XIVe siècle, dans la région que les géographes arabes appellent Mawara an-Nahr, ce qui signifie « ce qui est au-delà du fleuve », en l'occurrence l'Amou Daria. C'est la Transoxiane, un vaste territoire qui s'étend entre deux grands fleuves, correspondant approximativement à l'actuel Ouzbékistan et à une partie du Tadjikistan. C'est une terre ancienne, un carrefour depuis des millénaires. Les routes de la soie y passent, reliant la Chine à la Méditerranée. Samarcande, Boukhara, Termez, Tchakrizabz sont des cités commerçantes et savantes dont la réputation dépasse largement les frontières de la région. Mais au XIVe siècle, cette terre est aussi une terre brisée. L'empire mongol, fondé par Gengis Khan au début du XIIIe siècle, s'est fragmenté en plusieurs khanates rivaux. Le Djagatai, le khanat qui contrôle la Transoxiane, est lui-même divisé entre une partie occidentale, plus sédentarisée, plus persanisée, et une partie orientale, le Mogolistan, resté plus fidèle aux traditions nomades de la steppe. Les descendants de Gengis Khan se disputent le pouvoir, mais leur autorité réelle s'est considérablement affaiblie. Le véritable pouvoir est entre les mains des émirs locaux, des chefs de clans turco-mongols qui contrôlent des portions de territoire, lèvent des impôts, entretiennent des troupes et forment des alliances aussi fragiles que changeantes. C'est dans ce contexte d'instabilité chronique que naît Timour, que les sources persanes appellent Timour et Lang, Timour le boiteux, et que les chroniqueurs européens nommeront Tamerlan. La date exacte de sa naissance est incertaine. La tradition retient le 8 avril de l'an 1336 dans la ville de Kesh, l'actuelle Tchakrizabz, au sud de Samarcande. Son père, Taragai, est le chef du clan des Barlas, un clan turco-mongol d'importance moyenne, ni puissant ni insignifiant. La famille revendique une ascendance lointaine avec Gengis Khan par les femmes, mais cette prétention est contestée et, en tout cas, insuffisante pour lui conférer une légitimité dynastique directe.
Timur n'est pas un descendant de Gengis Khan au sens strict du terme. Il ne peut pas prétendre au titre de Khan. C'est une limitation fondamentale qui va conditionner toute sa carrière politique et qui explique une grande partie de ses choix stratégiques. L'enfance de Timur se déroule dans un environnement de violence latente et de négociations permanentes. Les clans se font et se défont, des alliances au gré des saisons, des menaces extérieures et des opportunités de pillage. La vie quotidienne dans les campements des Barlas est rythmée par l'élevage des chevaux et des moutons, par les déplacements saisonniers entre les pâturages d'été dans les montagnes et les quartiers d'hiver dans les vallées. Les enfants apprennent très tôt à monter à cheval, à tirer à l'arc, à survivre dans un environnement où la force physique et la ruse politique sont des qualités également nécessaires. On sait peu de choses fiables sur la jeunesse de Timur. Les sources les plus détaillées sont postérieures à son accession au pouvoir et ont été écrites par des chroniqueurs à sa solde ou sous son influence, ce qui les rend suspectes de glorification rétrospective. Ce que l'on peut reconstituer, c'est que Timur a grandi dans un monde où le prestige d'un homme se mesurait à sa capacité à rassembler des hommes autour de lui, à les nourrir, à les protéger et à les mener vers le butin. La générosité, la bravoure au combat et l'habileté diplomatique étaient les trois piliers de l'autorité dans la société turco-mongole de Transoxiane. Un épisode fondateur, souvent mentionné par les chroniqueurs, est la blessure que Timur reçoit au cours de sa jeunesse, probablement lors d'une escarmouche ou d'un raid. Il est touché à la jambe droite et à la main droite, ce qui le laisse boiteux pour le reste de sa vie. C'est cette infirmité qui lui vaut le surnom de Timur Lang, le boiteux, transformé en Tamerlan par les langues européennes. Loin de le disqualifier, cette blessure semble avoir renforcé sa détermination. Dans une société où la force physique comptait énormément, un homme diminué devait compenser par l'intelligence, la ruse et une volonté implacable. Les années 1350 et 1360 sont une période de chaos en Transoxiane. Le khanat du Djaghataï est secoué par des luttes intestines. Les émirs se combattent, s'allient, se trahissent. Les Mongols du Mogolistan lancent régulièrement des raids dévastateurs sur les terres sédentarisées. C'est dans cette tourmente que Timur commence à se faire un nom. Il se rapproche d'un autre chef de guerre ambitieux, un émir nommé Hussein, qui est le petit-fils de l'ancien souverain du Khanat. Les deux hommes s'allient, combattent ensemble, partagent les victoires et les défaites. Timur épouse la sœur de Hussein, consolidant ainsi leur alliance par un lien familial. Ensemble, ils parviennent à repousser les incursions mogholes et à s'imposer comme les maîtres de la Transoxiane occidentale. Mais l'alliance entre Timur et Hussein est fragile. Les deux hommes ont des tempéraments différents et des ambitions concurrentes. Hussein, qui dispose d'une légitimité dynastique plus solide, se comporte en souverain. Timur, dont le clan est moins prestigieux, doit se contenter d'un rôle subordonné qui ne lui convient pas. Les tensions s'accumulent au fil des années, alimentées par des désaccords sur le partage du butin, sur la stratégie militaire, sur le traitement des populations soumises. La rupture intervient à la fin des années 1360. Les sources ne s'accordent pas sur les détails, mais le résultat est clair. En 1370, Timur assiège Balkh, où Hussein s'est retranché. La ville tombe. Hussein est capturé et exécuté, non pas directement par Timur, qui prend soin de laisser d'autres faire le travail, mais avec son consentement évident. Timur est désormais le maître incontesté de la Transoxiane. Il convoque un grand Kouriltay, une assemblée des chefs de clan selon la tradition mongole, et se fait proclamer émir. Pas Khan, émir. La nuance est capitale. Timur sait qu'il ne peut pas prétendre au titre de Khan parce qu'il n'est pas un descendant direct de Gengis Khan. Il choisit donc de gouverner en plaçant sur le trône un Khan fantoche, un descendant de Gengis Khan
qui ne dispose d'aucun pouvoir réel. Timour se contente du titre d'émir, mais c'est lui qui commande. Cette fiction juridique sera maintenue pendant toute la durée de son règne et constitue l'une des clés pour comprendre sa politique. Samarcande devient sa capitale. C'est un choix délibéré et significatif. Samarcande est une ville ancienne, riche d'une histoire millénaire, située au croisement des routes commerciales les plus importantes d'Asie centrale. Mais au moment où Timour s'en empare, la ville a beaucoup souffert. Les invasions mongoles du XIIIe siècle l'ont dévastée, et les décennies d'instabilité qui ont suivi n'ont pas permis une reconstruction complète. Timour va faire de Samarcande le cœur de son empire, le symbole de sa puissance, le miroir de son ambition. Les travaux de construction et d'embellissement commencent presque immédiatement et ne s'arrêteront jamais tant qu'il vivra. Mais avant de bâtir, Timour doit conquérir. Et c'est ici que commence la partie la plus connue et la plus terrible de son histoire. Entre 1370 et 1405, date de sa mort, Timour mène une série de campagnes militaires d'une ampleur extraordinaire, couvrant un territoire immense qui s'étend de l'Anatolie à l'Inde, de la mer d'Aral au golfe Persique. Pour comprendre ces campagnes, il faut comprendre la logique qui les sous-tend. Une logique qui n'est pas simplement celle de la soif de conquête, même si cette dimension existe, mais aussi celle de la nécessité politique et économique. L'empire de Timour repose sur la guerre. Son armée est composée en grande partie de cavaliers nomades ou semi-nomades, dont la loyauté dépend du butin. Pour maintenir cette armée en état de fonctionnement, pour payer les soldats, pour récompenser les émirs alliés, pour financer les constructions de Samarcande, il faut de l'argent, des ressources, des esclaves, des artisans. Et tout cela ne peut venir que de la conquête. L'arrêt des campagnes signifierait la fin du flux de richesses, le mécontentement des troupes, la désintégration de l'alliance fragile qui maintient l'empire ensemble. C'est un cercle vicieux que Timour gère avec une habileté remarquable, mais dont il ne peut jamais vraiment sortir. Les premières campagnes visent à sécuriser les frontières de la Transoxiane et à soumettre les régions voisines. Le Khorezm, au nord-ouest, est conquis après plusieurs expéditions difficiles. La ville d'Urgenj, ancienne capitale du Khorezm, est prise et détruite. Les oasis du sud, le Khorassan, le Sistan, sont soumises les unes après les autres. Timour établit des gouverneurs, réorganise l'administration, impose des tribus. Mais ces conquêtes régionales ne sont qu'un prélude. La première grande campagne, celle qui marque véritablement l'entrée de Timour sur la scène mondiale, est dirigée contre la Perse. À cette époque, la Perse est fragmentée en une mosaïque de petits États et de dynasties locales qui se sont taillés des fiefs dans les ruines de l'ancien empire ilkhanide mongol. Les Muzafarides contrôlent le Fars et le Kerman, les Djalaïrides tiennent Bagdad et l'Irak occidental, les Kartides règnent sur Hérat et une partie du Khorassan. Aucune de ces dynasties n'est assez puissante pour résister seule à Timour, mais aucune n'est non plus disposée à se soumettre volontairement. Timour lance ce que les historiens appellent la campagne des 5 ans, entre 1392 et 1396, puis la campagne des 7 ans, entre 1399 et 1404. Mais ces appellations sont quelque peu trompeuses, car en réalité, les opérations militaires en Perse commencent bien avant et s'étalent sur plusieurs décennies, avec des pauses, des retours en Transoxiane, des détours vers d'autres fronts. La conquête du Khorassan et de Hérat est l'un des premiers objectifs majeurs. Hérat, sous la dynastie des Kartides, est une grande ville culturelle et commerciale. Sa prise par Timour, qui intervient progressivement entre 1381 et 1383, illustre bien sa méthode. Timour commence par exiger la soumission. Si elle est accordée, la ville est épargnée et intégrée dans le système impérial. Si elle est refusée, ou si une rébellion éclate après la soumission, la punition est exemplaire et terrifiante. Hérat se soumet d'abord, puis se révolte,
puis est écrasé. Le dernier souverain khartide est exécuté. La ville est ensuite reconstruite et embellie, car Timour n'est pas un destructeur aveugle. Il détruit pour punir et pour terroriser, mais il reconstruit pour affirmer sa puissance et pour démontrer qu'il est un bâtisseur autant qu'un guerrier. Cette dualité est l'un des aspects les plus troublants de la figure de Tamerlan. Les mêmes mains qui ordonnent le massacre de milliers de prisonniers ordonnent aussi la construction de mosquées, de madrassas, de mausolées d'une beauté saisissante. Les mêmes yeux qui contemplent des pyramides de crânes humains contemplent aussi des jardins somptueux, des fontaines, des caravansérails accueillants. Comment concilier ces deux aspects ? Peut-être en acceptant qu'ils ne sont pas contradictoires dans la logique de l'époque. La terreur et la magnificence sont deux faces de la même pièce, deux instruments du même pouvoir. La terreur soumet, la magnificence éblouit. Ensemble, elles créent une image de puissance absolue que Timour cultive avec un soin méticuleux. Les campagnes en Perse sont marquées par des épisodes d'une violence extrême. La prise d'Ispahan, en 1387, reste l'un des événements les plus sanglants de l'histoire de Timour. La ville s'était initialement soumise et avait accepté de payer un tribut, mais une révolte éclate, probablement provoquée par les exactions des collecteurs d'impôts de Timour. Plusieurs soldats et percepteurs sont tués par la population. La réponse de Timour est terrible. Il ordonne un massacre systématique. Chaque soldat de son armée reçoit l'ordre de rapporter un nombre déterminé de têtes. Les chroniqueurs, même ceux qui sont favorables à Timour, rapportent que 70 000 personnes furent tuées, peut-être davantage. Les têtes sont empilées en tours à l'extérieur de la ville, un spectacle macabre destiné à servir d'avertissement à toutes les autres villes qui pourraient envisager de se révolter. Il faut prendre ces chiffres avec prudence. Les chroniqueurs médiévaux ont tendance à exagérer les nombres, parfois pour glorifier la puissance du conquérant, parfois pour souligner l'horreur de ses actes. Mais même en divisant les chiffres par 2 ou par 3, la réalité reste effroyable. Le massacre d'Ispahan n'est pas un accident, ni un dérapage. C'est une politique délibérée de terreur, conçue pour briser toute velléité de résistance. Et elle fonctionne. Après Ispahan, de nombreuses villes choisissent de se soumettre sans combattre, plutôt que de risquer un sort similaire. La Perse est progressivement intégrée dans l'empire de Timour. Les dynasties locales sont éliminées ou réduites à l'impuissance. Des gouverneurs sont nommés, souvent des membres de la famille de Timour ou des émirs de confiance. Mais le contrôle est fragile. Les révoltes sont fréquentes et chaque rébellion entraîne une nouvelle campagne de répression. Timour passe une part considérable de son temps à parcourir ses territoires, à éteindre des incendies que sa propre brutalité a souvent allumés. Pendant qu'il soumet la Perse, Timour doit également faire face à une menace au nord. La Horde d'Or, le khanat mongol qui contrôle les steppes au nord de la mer Caspienne et de la mer Noire, est dirigé par un chef ambitieux et redoutable, Tokhtamysh. L'histoire des relations entre Timour et Tokhtamysh est l'une des plus complexes et des plus fascinantes de cette période. Tokhtamysh avait d'abord été un protégé de Timour. Chassé de ses terres par des rivaux, il s'était réfugié en Transoxiane, où Timour l'avait accueilli, soutenu et aidé à reconquérir son trône. En 1380, Tokhtamysh, avec l'aide militaire de Timour, était parvenu à réunifier la Horde d'Or et à se faire proclamer Khan. Il avait même lancé un raid dévastateur contre Moscou, rappelant aux princes russes que la domination mongole n'était pas encore terminée. Mais une fois au pouvoir, Tokhtamysh avait commencé à poursuivre ses propres ambitions, qui entraient en conflit direct avec celles de Timour. Les deux hommes se disputaient le contrôle du Khorezm et de l'Azerbaïdjan, des régions stratégiquement importantes pour le commerce et la sécurité des frontières. En 1387, Tokhtamysh lança une audacieuse attaque contre la Transoxiane elle-même,
profitant de l'absence de Timour qui était en campagne en Perse. L'attaque fut repoussée, mais elle constitua un affront que Timour ne pouvait pas laisser impuni. La guerre entre Timour et Toktamish dura plusieurs années et se déroula sur d'immenses distances, à travers les steppes du Kazakhstan, les montagnes du Caucase et les plaines de Russie méridionale. Les deux armées se rencontrèrent dans plusieurs batailles majeures, dont la plus décisive eut lieu en 1395 dans la steppe au nord du Caucase. Timour remporta une victoire écrasante. Toktamish s'enfuit et passa le reste de sa vie en exil, cherchant en vain des alliés pour reconquérir son trône. Les conséquences de cette guerre furent immenses et durables. Timour ne chercha pas à occuper les terres de la Horde d'Or. Ce n'était pas son objectif. Il voulait neutraliser une menace et punir une trahison. Mais en détruisant la puissance de Toktamish, il affaiblit définitivement la Horde d'Or, qui ne retrouva jamais sa cohésion et sa puissance antérieure. Indirectement, cet affaiblissement profita aux principautés russes, en particulier à la Moscovie, qui put progressivement se libérer de la tutelle mongole au cours du siècle suivant. C'est l'un de ces paradoxes de l'histoire, où un conquérant d'Asie centrale, sans le vouloir ni même y penser, contribue à modifier l'équilibre des pouvoirs en Europe orientale. Mais les campagnes de Timour ne se limitèrent pas à la Perse et à la Horde d'Or. Son regard se tourna également vers l'ouest, vers le Moyen-Orient et l'Anatolie, et vers le sud-est, vers l'Inde. Chacune de ces directions correspond à une logique différente, à des motivations distinctes, et les conséquences varient considérablement. La campagne de l'Inde, en 1398, est peut-être la plus difficile à justifier, même dans la logique impitoyable de l'époque. Le sultanat de Delhi, fondé au XIIIe siècle, est alors en plein déclin. La dynastie des Touglukides se maintient au pouvoir, mais son autorité ne s'étend guère au-delà de Delhi et de ses environs immédiats. Le sultanat est affaibli par des décennies de mauvaise gestion, de révoltes provinciales et de querelles dynastiques. Ce n'est pas une menace pour Timour, mais c'est une proie tentante. L'Inde est riche, fabuleusement riche selon les normes de l'époque, et ses armées sont réputées moins redoutables que celles des États musulmans d'Iran ou d'Anatolie. Timour justifie son invasion par des motifs religieux. Il accuse les sultans de Delhi d'être trop tolérants envers les hindous, de ne pas appliquer la charia avec suffisance de rigueur, de permettre l'idolâtrie sur des terres musulmanes. Ces arguments sont largement des prétextes. Timour a massacré bien plus de musulmans que de non-musulmans au cours de sa carrière, et sa piété, bien que sincère à certains égards, n'a jamais empêché des considérations stratégiques de prévaloir. L'invasion de l'Inde est avant tout une opération de pillage à grande échelle, motivée par le besoin de butin pour entretenir l'armée et financer les projets architecturaux de Samarcande. L'armée de Timour traverse l'Hindoukouche, descend dans la plaine de l'Indus et avance vers Delhi. Sur son passage, les villes et les villages sont pillés et dévastés. Les prisonniers s'accumulent par dizaines de milliers. C'est ici que survient l'un des épisodes les plus sombres de toute l'histoire de Tamerlan. Avant la bataille décisive devant les murs de Delhi, Timour ordonne l'exécution de tous les prisonniers, estimés à 100 000 personnes selon certaines sources. La raison invoquée est stratégique. Timour craint que les prisonniers ne se retournent contre son armée pendant la bataille. Mais l'ampleur du massacre dépasse tout calcul rationnel. La bataille de Delhi, en décembre 1398, est une victoire rapide pour Timour. Le sultan Nasir al-Din Mahmoud s'enfuit. L'armée du sultanat, malgré ses éléphants de guerre qui avaient tant inquiété les cavaliers de Timour, est mise en déroute. Delhi est prise. Ce qui suit est un sac d'une violence inouïe. Pendant plusieurs jours, les soldats de Timour pillent la ville, massacrent les habitants, incendient des quartiers entiers. Les artisans, les architectes, les maçons et les savants sont épargnés,
non par humanité, mais parce qu'ils sont utiles. Ils seront déportés à Samarcande pour contribuer au grand chantier de la capitale. L'armée de Timour repart vers le nord, chargée d'un butin fabuleux. Des caravanes entières d'éléphants, de pierres précieuses, d'or, d'argent, de soieries prennent le chemin de Samarcande. Derrière eux, Delhi n'est plus qu'un champ de ruines. Le sultanat, déjà affaibli, ne se relèvera jamais véritablement de ce coup. Il survivra encore un siècle sous une forme diminuée, avant d'être finalement remplacé par l'empire moghol, fondé ironiquement par un descendant de Timour lui-même, Babour, au début du XVIe siècle. Mais n'anticipons pas. Revenons à Timour, qui, après l'Inde, tourne son attention vers l'Ouest. La situation au Moyen-Orient est complexe. L'Égypte est sous le contrôle des Mamelouks, une dynastie militaire puissante et bien organisée. La Syrie est une province mamelouk. L'Anatolie est divisée entre l'Empire ottoman en expansion, dirigé par le sultan Bayezid Ier, surnommé Yildirim, la foudre, et plusieurs petits émirats turcomans qui cherchent désespérément des protecteurs contre l'appétit ottoman. Timour a des griefs contre les Mamelouks, qui ont donné asile à des ennemis de Timour, et contre Bayezid, qu'il considère comme un rival insolent. Les deux hommes échangent des lettres de plus en plus hostiles, chacun accusant l'autre de s'arroger des titres et des prérogatives qui ne lui reviennent pas. Bayezid, fort de ses victoires en Europe et de sa domination croissante sur l'Anatolie, ne se laisse pas intimider. Timour, qui n'a jamais accepté qu'un autre souverain le traite d'égal à égal, considère l'attitude de Bayezid comme un défi personnel. En 1400, Timour lance sa grande campagne occidentale. Il envahit d'abord la Géorgie chrétienne, qu'il dévaste systématiquement. Puis, il descend vers la Syrie mamelouk. Alep tombe en octobre 1400. La citadelle résiste quelques jours, puis capitule. La ville est pillée, mais c'est surtout le massacre qui frappe les esprits. Timour n'épargne ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants. Les têtes sont empilées en pyramide selon la méthode désormais tristement familière. Damas est la prochaine cible. La ville est alors l'une des plus importantes du monde musulman, un centre intellectuel, commercial et religieux de premier plan. Les Mamelouks envoient une armée pour la défendre, mais elle est battue. Le sultan mamelouk, Faraj, encore très jeune et inexpérimenté, se retire en Égypte, abandonnant Damas à son sort. La ville se rend, mais Timour impose des conditions draconiennes. Il exige un tribut colossal et ordonne la déportation des artisans les plus qualifiés vers Samarcande. Un incendie ravage une partie de la ville, peut-être accidentel, peut-être délibéré. La grande mosquée des Omeyyades est endommagée. C'est à Damas que se produit un épisode fameux, la rencontre entre Timour et le grand historien arabe Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, qui se trouvait au Caire et avait accompagné le sultan mamelouk en Syrie, obtint une audience avec Timour. Les deux hommes conversèrent pendant plusieurs jours. Ibn Khaldoun était impressionné par l'intelligence et la curiosité de Timour. Timour, de son côté, était intéressé par les connaissances géographiques et historiques d'Ibn Khaldoun, en particulier sur le Maghreb et l'Afrique du Nord. Ibn Khaldoun rédigea plus tard un compte-rendu détaillé de cette rencontre, l'un des témoignages les plus précieux que nous possédions sur la personnalité de Timour. Il le décrit comme un homme vif, intelligent, aimant les discussions, posant des questions précises et retenant les réponses avec une mémoire remarquable. Après la Syrie, Timour se tourne vers l'Irak. Bagdad, l'ancienne capitale des Abbassides, déjà dévastée par les Mongols en 1258, est prise une nouvelle fois. La ville est de nouveau pillée, de nouveau dévastée. Des pyramides de crânes s'élèvent une fois de plus. La destruction est si complète
que Bagdad mettra des siècles à retrouver une importance même régionale. Puis vient le grand affrontement avec Bayezid. En 1402, Timour envahit l'Anatolie. Les deux armées se rencontrent le 20 juillet 1402 à la bataille d'Ankara. C'est l'une des batailles les plus importantes du Moyen Âge. Les forces en présence sont considérables, peut-être 100 000 hommes de chaque côté, bien que les chiffres exacts soient impossibles à déterminer avec certitude. Timour dispose d'un avantage stratégique crucial. Il a détourné les cours d'eau en amont d'Ankara, privant l'armée ottomane d'eau potable. De plus, plusieurs contingents turcomans de l'armée ottomane, originaires des Émirats récemment annexés par Bayezid, font défection et rejoignent Timour en pleine bataille. La défaite ottomane est totale. Bayezid lui-même est capturé, un événement sans précédent dans l'histoire ottomane. Aucun sultan ottoman n'avait jamais été fait prisonnier. Bayezid est traité avec un certain respect, selon la plupart des sources fiables, mais il meurt en captivité quelques mois plus tard, probablement de désespoir autant que de maladie. La légende selon laquelle Timour l'aurait enfermé dans une cage de fer est probablement une invention postérieure, mais elle illustre la manière dont l'événement a frappé l'imagination des contemporains et des générations suivantes. Les conséquences de la bataille d'Ankara sont profondes et durables. L'Empire ottoman est plongé dans une période de chaos connue sous le nom d'interrègne ottoman, qui dure de 1402 à 1413. Les fils de Bayezid se disputent le trône dans une guerre civile sanglante. Les Émirats anatoliens que Bayezid avait annexés retrouvent temporairement leur indépendance. La progression ottomane en Europe est stoppée net. Constantinople, que Bayezid avait assiégée et qui semblait sur le point de tomber, gagne un sursis d'un demi-siècle. Ce n'est qu'en 1453 que Mehmed II achèvera la conquête que la défaite d'Ankara avait interrompue. Certains historiens ont spéculé sur ce qui se serait passé si Timour n'avait pas vaincu Bayezid. Constantinople serait-elle tombée 50 ans plus tôt? L'histoire de l'Europe orientale aurait-elle été différente? Ces questions contrefactuelles sont fascinantes, mais impossibles à trancher. Ce qui est certain, c'est que Timour, sans le vouloir, a profondément modifié le cours de l'histoire ottomane et, par extension, l'histoire de l'Europe. Mais Timour ne reste pas en Anatolie. Il n'a aucune intention d'occuper durablement ces territoires lointains. Après avoir pillé Smyrne, une ville tenue par les chevaliers de Saint-Jean, dernière présence chrétienne sur la côte anatolienne, il repart vers l'est. L'Anatolie est laissée dans le chaos, les Émirats sont restaurés, et les fils de Bayezid sont abandonnés à leur guerre fratricide. Ce schéma se répète à travers toutes les campagnes de Timour. Il conquiert, il détruit, il pille, il terrorise, mais il ne construit jamais de véritable administration dans les territoires conquis en dehors de son noyau central en Transoxiane et dans certaines parties de la Perse. Son empire est un empire de la conquête, pas de la gouvernance. C'est une structure radiale, centrée sur Samarcande, où les régions périphériques sont tenues par la peur et par des gouverneurs dont la loyauté dépend de la présence personnelle de Timour. Dès qu'il s'éloigne, les révoltes recommencent. Dès qu'il revient, la soumission se rétablit. C'est un système qui fonctionne tant que le conquérant est vivant et actif, mais qui porte en lui les germes de sa propre dissolution. Et pendant tout ce temps, Samarcande grandit, s'embellit, se transforme. Chaque campagne apporte son lot d'artisans déportés, d'architectes captifs, de richesses pillées qui sont investis dans la construction de la capitale. Des maçons de Chiraz, des céramistes de Damas, des verriers de la Perse, des orfèvres de Delhi. Tous convergent vers Samarcande, volontairement ou de force, et contribuent à créer l'une des villes les plus spectaculaires du monde médiéval. Le Réghistan, la grande place centrale de Samarcande, commence à prendre forme sous Timour,
même si les bâtiments les plus célèbres qu'il encadre aujourd'hui sont l'œuvre de ses successeurs. Timur fait construire la mosquée Bibi Khanoum, du nom de son épouse principale, un édifice d'une ambition architecturale stupéfiante pour l'époque. Le portail d'entrée est immense, les minarets s'élèvent vers le ciel, les murs sont couverts de faïences bleues et turquoises dont les couleurs chatoyantes éblouissent les visiteurs. La mosquée est si grande que les techniques de construction de l'époque peinent à supporter le poids de la structure. Des fissures apparaissent avant même l'achèvement des travaux. Mais Timur s'en moque. Ce qui compte, c'est l'impression produite, la démonstration de puissance que le bâtiment incarne. Autour de la mosquée, la ville se développe. Des bazars couverts, des caravansérails, des bains publics, des jardins clos surgissent de terre. Timur aime les jardins. Il en fait aménager plusieurs autour de Samarcande, de vastes espaces ordonnés, plantés d'arbres fruitiers, irrigués par des canaux, décorés de pavillons où il reçoit les ambassadeurs et les dignitaires. Ces jardins ne sont pas de simples agréments. Ils sont des instruments politiques, des théâtres du pouvoir, où Timur met en scène sa magnificence devant des témoins soigneusement choisis. L'ambassadeur castillan, Ruy González de Clavijo, envoyé par le roi Henri III de Castille, visite Samarcande en 1404 et laisse un récit détaillé de ce qu'il y observe. Son témoignage est inestimable parce qu'il est celui d'un observateur extérieur, ni chroniqueur de cour, ni ennemi juré, mais un diplomate européen curieux et attentif. Clavijo décrit une ville en pleine effervescence, parcourue par des marchands venus de Chine, de l'Inde, de la Perse, de Russie. Il décrit les jardins de Timur, les banquets somptueux, les réceptions diplomatiques où le protocole est minutieusement réglé. Il décrit aussi la main de fer avec laquelle Timur gouverne, les exécutions sommaires, la peur qui imprègne l'atmosphère malgré la splendeur. Clavijo note un détail révélateur. Timur, qui est alors très âgé et en mauvaise santé, supervise personnellement les travaux de construction. Il se fait porter en litière jusqu'au chantier, donne des ordres, se met en colère quand le travail avance trop lentement, fait punir les responsables des retards. Cette obsession du bâtiment, même au dernier jour de sa vie, dit quelque chose de profond sur la psychologie de Timur. Bâtir, c'est défier la mort. C'est laisser une trace que le temps ne pourra pas effacer aussi facilement qu'il efface les hommes et les armées. Timur, le destructeur de villes, est aussi un homme hanté par la conscience de sa propre mortalité. La cour de Timur est un lieu de rencontre entre cultures. Le persan est la langue de la culture et de l'administration. Le turc Djagatay est la langue du pouvoir militaire et de la vie quotidienne. L'arabe est la langue de la religion. Les savants qui gravitent autour de Timur viennent d'horizons divers. Des théologiens discutent de points de doctrine, des astronomes observent le ciel, des poètes composent des vers en persan et en turc. Timur lui-même, bien qu'analphabète selon la plupart des sources, est décrit comme un homme d'une intelligence vive, passionné par l'histoire et par les débats intellectuels. Il aime écouter les récits du passé, en particulier ceux qui concernent les grands conquérants qui l'ont précédé, Alexandre le Grand, Gengis Khan. Il se mesure à eux, se compare à eux, cherche à les surpasser. Cette dimension culturelle de l'empire de Timur est souvent éclipsée par la violence de ses conquêtes, et c'est compréhensible. Mais elle est essentielle pour comprendre ce qu'a été le monde timuride et l'héritage qu'il a laissé. La fusion entre les traditions turco-mongoles et la haute culture persane qui s'opère à Samarcande sous Timur va produire, dans les décennies qui suivent sa mort, l'une des floraisons culturelles les plus remarquables de l'histoire islamique. Les petits-fils et arrière-petits-fils de Timur, en particulier Ulugh Beg à Samarcande et Hussein Baïkara à Hérat, seront des mécènes d'une envergure exceptionnelle,
soutenant des artistes, des poètes, des scientifiques et des miniaturistes, dont les œuvres comptent parmi les plus belles jamais produites dans le monde musulman. Mais tout cela est encore dans l'avenir, au moment où nous parlons de Timur. Revenons à l'homme lui-même, à ses dernières années, à la fin qui approche. En 1404, Timur est de retour à Samarcande après sa campagne occidentale. Il est vieux, il est fatigué, mais il n'est pas prêt à s'arrêter. Un dernier projet le hante, le plus ambitieux de tous. Il veut conquérir la Chine. La Chine est alors sous la dynastie Ming, qui a renversé la dynastie mongole des Yuan en 1368. L'empereur Yongle, l'un des plus puissants souverains de l'histoire chinoise, règne sur un empire immense et bien organisé. Les relations entre Timur et la Chine Ming ont toujours été tendues. Timur considère les Ming comme des usurpateurs qui ont renversé la dynastie mongole légitime, héritière de Gengis Khan. Les Ming, de leur côté, considèrent Timur comme un vassal récalcitrant qui devrait payer tribut à l'empereur de Chine. Les ambassades échangées entre les deux cours sont tendues, pleines de sous-entendus et de menaces voilées. En 1404, Timur rassemble une armée immense, peut-être la plus grande qu'il ait jamais commandée, 200 000 hommes selon certaines estimations. Il quitte Samarcande en direction de l'Est, traversant les steppes glacées de l'hiver d'Asie centrale. Le froid est terrible. Les soldats souffrent, les chevaux meurent, les provisions manquent. Mais Timur pousse en avant, porté par une volonté qui semble défier les limites du corps humain. C'est alors que la mort le rattrape. Le 17 février 1405, à Otrar, une ville sur le Syrdarya, à la frontière du Kazakhstan actuel, Timur meurt. Il a 68 ans. La cause exacte de sa mort est débattue. Les sources parlent de fièvre, de maladie, d'épuisement. L'armée s'arrête. Le projet chinois est abandonné. Le corps de Timur est ramené à Samarcande et enterré dans le Gour Amir, le mausolée qu'il avait fait construire initialement pour son petit-fils Mohamed Sultan, mort prématurément. Le tombeau de Timur est recouvert d'une dalle de jade néphrite sombre, l'une des plus grandes plaques de jade au monde, apportée, dit-on, de Mongolie. La mort de Timur déclenche exactement ce que l'on pouvait prévoir. En l'absence du chef qui maintenait l'ensemble par sa seule volonté, l'empire se fragmente. Ses fils et ses petits-fils se disputent le pouvoir dans une guerre de succession qui dure des années. Shahrukh, le quatrième fils de Timur, finit par s'imposer comme le souverain le plus puissant, établissant sa capitale à Hérat plutôt qu'à Samarcande. Mais son empire est considérablement réduit par rapport à celui de son père. La Perse occidentale, l'Irak, la Syrie, l'Anatolie sont perdus. Ce qui reste, c'est le Khorassan, la Transoxiane et certaines parties de l'Afghanistan et de l'Iran oriental. Et pourtant, c'est cette période post-Timur qui va produire les réalisations culturelles les plus durables de la dynastie timuride. Shahrukh et son épouse Goharshad sont des mécènes généreux. Le complexe de Goharshad à Meshed, l'un des plus beaux ensembles architecturaux du monde islamique, porte le nom de cette femme remarquable. À Samarcande, le petit-fils de Timur, Ulugh Beg, prince puis souverain de la ville, se consacre à la science. Il fait construire un observatoire astronomique dont la précision ne sera surpassée que par les instruments européens du XVIe siècle. Son catalogue stellaire, compilé avec une exactitude remarquable, reste une référence pendant plus de 200 ans. Ulugh Beg est un cas rare dans l'histoire. Un souverain qui est aussi un scientifique de premier plan, capable de faire des observations originales et de calculer des tables astronomiques d'une précision stupéfiante. Mais Ulugh Beg est aussi un homme politique médiocre, bien trop absorbé par ses travaux scientifiques pour gérer efficacement les intrigues de cour et les rivalités familiales. En 1449, il est renversé et assassiné par son propre fils, Abd al-Latif, dans un épisode qui illustre cruellement
la violence endémique de la politique timuride. L'observatoire est abandonné, puis progressivement détruit. La bibliothèque est dispersée. C'est une perte immense pour l'histoire des sciences. La dynastie timuride continue à régner, de plus en plus affaiblie, jusqu'à la fin du XVe siècle. Le dernier grand souverain timuride de Hérat, Husayn Baykara, qui règne de 1469 à 1506, préside sur une cour d'un raffinement extraordinaire. C'est l'âge d'or de la peinture miniature persane, de la poésie en turc Djagatay, de la calligraphie, de la musique. Le poète Alişir Navai, qui écrit en turc Djagatay et en persan, est considéré comme le père de la littérature ouzbèque. Le peintre Kamaleddin Behzad produit des miniatures d'une finesse et d'une expressivité sans précédent. Mais la puissance militaire est un souvenir lointain. L'empire de Timour, ou ce qu'il en reste, est une coquille culturelle brillante, mais politiquement fragile. En 1507, les Ouzbeks Chaïbanides, menés par Muhammad Chaïbani Khan, envahissent la Transoxiane et le Khorassan, mettant fin à la domination timuride en Asie centrale. Les derniers princes timurides sont tués, exilés ou réduits à l'impuissance. Un seul survit avec assez de détermination pour tenter de reconstruire. Zahir el-Din Muhammad, connu sous le nom de Babour, est un descendant de Timour par son père et de Gengis Khan par sa mère. Chassé de sa principauté de Fergana par les Ouzbeks, il tente de reconquérir Samarcande à plusieurs reprises, échoue à chaque fois, puis se tourne vers le sud et envahit l'Inde. En 1526, il remporte la bataille de Panipat contre le sultan de Delhi et fonde l'empire moghol, dont le nom même, Moghol, est une forme persane du mot mongol, rappelant l'ascendance gengis-khanide revendiquée par la dynastie. L'empire moghol sera l'un des plus grands et des plus riches de l'histoire, dominant le sous-continent indien pendant plus de 3 siècles. Ses monuments les plus célèbres, le Taj Mahal, le Fort Rouge, les jardins de Shalimar, sont des héritiers directs de la tradition architecturale timuride de Samarcande. Voilà comment l'héritage de Timour, par les voies les plus inattendues, se perpétue bien au-delà de sa mort et bien au-delà des frontières de la Transoxiane. Le destructeur de Delhi devient, à travers ses descendants, le fondateur indirect d'une dynastie qui fera de l'Inde l'une des civilisations les plus brillantes du monde prémoderne. Mais revenons à la question de la violence, car elle est incontournable lorsqu'on parle de Timour, et il serait malhonnête de la minimiser ou de la noyer dans un récit de grandeur culturelle. Les estimations du nombre total de victimes des campagnes de Timour varient considérablement selon les sources, mais même les estimations les plus conservatrices parlent de millions de morts. Certains historiens avancent le chiffre de 17 millions, ce qui, rapporté à la population mondiale de l'époque, estimée à environ 375 millions, représenterait environ 5% de l'humanité. Ce chiffre est probablement exagéré, mais même s'il est réduit de moitié, la réalité reste effroyable. La violence de Timour n'est pas un phénomène isolé dans l'histoire. Les conquêtes de Gengis Khan au XIIIe siècle avaient été tout aussi dévastatrices, peut-être davantage. Les croisades, les guerres de religion en Europe, les conquêtes coloniales ultérieures produiront également leur lot d'horreurs. Mais la violence de Timour a une caractéristique particulière qui la distingue. Elle est calculée, méthodique, théâtrale. Les pyramides de crâne ne sont pas des accidents de la guerre. Ce sont des monuments délibérés, conçus pour envoyer un message. Timour utilise la terreur comme un outil de communication, un moyen de soumettre des villes entières sans avoir à les assiéger, un instrument de dissuasion qui réduit le coût humain et matériel des campagnes suivantes. C'est une logique terrible, mais c'est bien une logique. Et cette logique fonctionne, dans ses propres termes. Timour parvient à conquérir un territoire immense,
avec des pertes relativement faibles dans ses propres rangs. Beaucoup de villes se soumettent sans combattre, précisément parce qu'elles savent ce qui attend celles qui résistent. La terreur est un multiplicateur de force, et Timur l'a compris mieux que quiconque. Mais la terreur a aussi ses limites. Elle crée des soumissions superficielles et fragiles qui ne tiennent que tant que la menace est présente. Elle engendre une haine profonde qui nourrit les révoltes dès que l'occasion se présente. Et elle laisse des cicatrices qui mettent des siècles à guérir, si elles guérissent jamais. Les villes détruites par Timur ne se relèvent pas toutes. Certaines, comme Bagdad ou Delhi, mettent des générations à retrouver ne serait-ce qu'une fraction de leur prospérité antérieure. D'autres disparaissent tout simplement de l'histoire. Il y a une question qui se pose souvent au sujet de Timur et qui mérite d'être abordée, même si la réponse n'est pas simple. Était-il un musulman sincère ou un cynique qui utilisait la religion à des fins politiques ? La réalité, comme souvent, se situe probablement entre les deux. Timur se présentait comme un champion de l'islam. Il justifiait ses conquêtes par la nécessité de combattre les infidèles et de punir les mauvais musulmans. Il entretenait des relations étroites avec les oulémas, les savants religieux, et faisait preuve d'une déférence ostensible envers les descendants du prophète, les saïds. Il faisait construire des mosquées et des madrasas. Il respectait les sanctuaires et les lieux saints, même au milieu des pires destructions. Mais dans le même temps, la grande majorité de ses victimes étaient des musulmans. Les villes qu'il a détruites étaient des centres de civilisation islamique. Les savants qu'il a déportés étaient des musulmans. Les populations qu'il a massacrées priaient le même Dieu que lui. Sa piété n'a jamais empêché le massacre. Sa dévotion n'a jamais freiné sa cruauté. Il est probable que Timur était sincèrement croyant, à sa manière, mais que sa foi était parfaitement compatible, dans son esprit, avec l'exercice d'une violence sans limite. C'est un phénomène que l'on retrouve fréquemment dans l'histoire, cette capacité humaine à concilier la piété la plus profonde avec la brutalité la plus extrême. Un aspect de la personnalité de Timur qui est moins connu, mais qui mérite d'être mentionné, est son amour du jeu d'échecs. Les sources rapportent qu'il jouait aux échecs avec passion et habileté, et qu'il avait même inventé, ou du moins adopté, une variante du jeu avec un plateau plus grand et des pièces supplémentaires, connu sous le nom d'échec de Timur ou grand échec. Ce détail est révélateur. Les échecs sont un jeu de stratégie, de calcul, de patience, de vision à long terme. Il reflète une tournure d'esprit qui est tout à fait compatible avec ce que nous savons de la manière dont Timur concevait la guerre et la politique. Pour lui, le monde était un échiquier, et les hommes, les armées, les villes, les royaumes étaient des pièces à manœuvrer, à sacrifier si nécessaire, à déplacer selon un plan d'ensemble que lui seul comprenait pleinement. Revenons maintenant à Samarcande, au cœur physique et symbolique de l'Empire, et essayons de comprendre ce que cette ville représentait dans l'imaginaire de Timur et dans la réalité de son temps. Samarcande n'était pas simplement une capitale parmi d'autres. C'était le miroir dans lequel Timur se contemplait, le monument vivant de sa propre grandeur, la preuve tangible que sa puissance n'était pas seulement celle d'un destructeur, mais aussi celle d'un créateur. Les travaux d'embellissement de Samarcande suivaient un rythme dicté par les campagnes militaires. Après chaque grande conquête, un nouveau chantier était ouvert, financé par le butin et réalisé par les artisans déportés. Après la campagne de Perse, ce furent des céramistes et des peintres de Shiraz. Après la campagne de l'Inde, ce furent des tailleurs de pierre et des constructeurs de Delhi. Après la campagne de Syrie, ce furent des verriers et des souffleurs de Damas. Samarcande devenait ainsi une synthèse architecturale de tout le monde musulman. Un lieu où les traditions artistiques les plus diverses se rencontraient et se mêlaient sous la supervision d'un pouvoir qui ne tolérait que l'excellence.
La ville elle-même était organisée autour de plusieurs pôles. La citadelle, résidence du pouvoir, occupait le centre. Les bazars, immenses et couverts, s'étendaient dans toutes les directions, regorgeant de marchandises venues des 4 coins du monde connus. La soie de Chine, les épices de l'Inde, les fourrures de Russie, les cuirs du Maghreb, les métaux d'Iran se côtoyaient dans un tourbillon de couleurs, d'odeurs et de langues. Les caravansérails accueillaient les marchands de passage, leur offrant le gîte, le couvert et la sécurité dans un environnement soigneusement contrôlé par les autorités. Autour de la ville, les jardins de Timur formaient une couronne de verdure, un contraste saisissant avec l'aridité des plaines environnantes. Chaque jardin portait un nom, chaque jardin avait sa fonction. Le jardin du cœur, le jardin du paradis, le jardin du nord, le jardin de la plaine, autant de lieux où le pouvoir se mettait en scène. Les banquets qui s'y déroulaient duraient parfois plusieurs jours, avec des quantités stupéfiantes de nourriture et de boissons, malgré l'interdiction théorique de l'alcool en islam. Timur buvait beaucoup, selon les sources, du vin et du koumis, le lait de jument fermenté des nomades de la steppe. Les banquets étaient aussi des occasions de démonstration de puissance, où les richesses pillées étaient étalées devant les invités, où les prisonniers de marque étaient exhibés, où les ambassadeurs étrangers étaient éblouis et intimidés. L'économie de Samarcande sous Timur était une économie de redistribution impériale. La ville ne produisait pas elle-même la richesse dont elle jouissait. Elle la recevait de l'extérieur, sous forme de butin, de tribut, de commerce. Timur contrôlait les routes commerciales et en tirait des revenus considérables. Il favorisait le commerce parce qu'il comprenait que la prospérité de Samarcande en dépendait. Les marchands étrangers étaient protégés, leurs droits garantis, leurs litiges réglés par des tribunaux spéciaux. C'est un aspect souvent négligé de la politique de Timur. Derrière le conquérant sanguinaire, il y avait aussi un gestionnaire pragmatique qui comprenait les mécanismes économiques et qui savait que la destruction sans la reconstruction n'engendrait que la misère. Mais cette économie de redistribution avait une faiblesse fondamentale. Elle dépendait du flux continu de nouvelles conquêtes. Dès que les campagnes cessaient, le flux de richesses se tarissait. Dès que le flux se tarissait, le mécontentement montait. C'est ce qui explique l'agitation permanente de Timur, son incapacité à rester en place, son besoin compulsif de lancer de nouvelles expéditions, même quand son corps vieillissant le trahissait. La machine impériale qu'il avait construite ne pouvait fonctionner qu'en mouvement. L'immobilité signifiait la mort, au sens propre comme au sens figuré. Parlons maintenant de l'armée de Timur, car c'est elle qui est le véritable instrument de sa puissance. L'armée timuride est un héritage direct de la tradition militaire mongole, adaptée aux conditions spécifiques de la Transoxiane du XIVe siècle. Le noyau de l'armée est composé de cavaliers turco-mongols organisés en tumens, des unités de 10 000 hommes, eux-mêmes subdivisés en unités de 1000, de 100 et de 10. Cette structure décimale, inventée par Gengis Khan, est remarquablement efficace pour la coordination des mouvements sur le champ de bataille. Les cavaliers sont armés d'arcs composites, capables de tirer avec une précision mortelle au galop, d'épées courbes, de lances et de masses d'armes. Leur mobilité est leur principal atout. Une armée timuride peut couvrir des distances considérables en un temps très court, apparaissant devant les murs d'une ville avant que ses défenseurs n'aient eu le temps de se préparer. Les tactiques sont celles de la steppe, la feinte de retraite pour attirer l'ennemi dans un piège, l'enveloppement par les ailes, le harcèlement à distance par des volées de flèches. Mais Timur ne se contente pas de la cavalerie traditionnelle. Il intègre des éléments d'infanterie, des sapeurs pour les sièges, des ingénieurs pour construire des ponts
et des machines de guerre. Il utilise des éléphants de guerre, capturés lors de la campagne de l'Inde, bien que leur utilité réelle sur le champ de bataille soit discutable. Il emploie des spécialistes du feu grégeois et de la poudre à canon, même si les armes à feu ne jouent pas encore un rôle déterminant dans la guerre à cette époque. L'organisation logistique de l'armée est remarquable. Timour prépare ses campagnes avec un soin méticuleux, accumulant des provisions, envoyant des éclaireurs, recueillant des renseignements sur l'ennemi. Il ne laisse rien au hasard. Chaque mouvement est calculé, chaque risque est évalué. C'est cette combinaison de préparation minutieuse et de rapidité d'exécution qui fait de lui l'un des plus grands stratèges de l'histoire militaire. La discipline dans l'armée est maintenue par une combinaison de récompenses généreuses et de punitions terrifiantes. Les soldats qui se distinguent au combat reçoivent des parts de butin, des terres, des titres. Ceux qui fuient ou qui désobéissent sont exécutés sans pitié. Timour n'hésite pas à faire des exemples, même parmi ses propres officiers, pour maintenir l'ordre et la cohésion. Un aspect souvent méconnu de la stratégie militaire de Timour est son utilisation de la guerre psychologique. Les pyramides de crâne sont l'exemple le plus spectaculaire, mais il y en a d'autres. Timour envoie systématiquement des émissaires avant ses attaques, offrant la soumission pacifique ou la destruction totale, sans option intermédiaire. Il fait circuler des récits de ses victoires et de ses atrocités, amplifiant délibérément sa réputation de terreur. Il utilise la désinformation, les faux mouvements de troupes, les rumeurs, pour déstabiliser ses adversaires avant même le début des combats. Cette approche psychologique n'est pas unique à Timour. Elle s'inscrit dans une longue tradition de guerre psychologique dans les steppes eurasiatiques, remontant à Gengis Khan et même au-delà. Mais Timour l'a porté à un degré de sophistication rarement égalé. Le résultat est que sa réputation le précède toujours, créant un climat de peur qui facilite ses conquêtes et réduit la résistance. Revenons à la société de la Transoxiane sous le règne de Timour. Quelle était la vie des gens ordinaires dans cet empire? Les sources sont malheureusement très silencieuses sur ce sujet. Les chroniqueurs de cour s'intéressent aux batailles, aux ambassades, aux constructions monumentales, pas à la vie quotidienne des paysans, des artisans ou des petits marchands. Ce que nous pouvons reconstituer est fragmentaire. La population de la Transoxiane était diverse. Des Turcs, des Mongols, des Persans, des Tadjiks, des Arabes cohabitaient dans les villes et les campagnes. Les langues étaient multiples, les religions variées. L'islam sunnite dominait, mais il existait des minorités chiites, des communautés chrétiennes nestoriennes, des juifs, des zoroastriens dans les zones les plus reculées. Timour, bien qu'il se proclame champion de l'islam sunnite, ne mène pas de politique systématique de persécution religieuse à l'intérieur de ses territoires. Sa violence est dirigée contre ceux qui lui résistent politiquement, pas contre des groupes religieux en tant que tels. L'agriculture était le fondement de l'économie. Les vallées irriguées de la Transoxiane produisaient du blé, du coton, des fruits, de la vigne. Le système d'irrigation, hérité de l'Antiquité et perfectionné au fil des siècles, était vital pour la survie de la population. Timour, conscient de l'importance de l'agriculture, ordonna des travaux d'irrigation et encouragea la mise en culture de nouvelles terres. Mais les campagnes militaires drainaient constamment les hommes des campagnes et les terres des régions conquises étaient souvent dévastées, créant des famines et des déplacements de population qui perturbaient l'équilibre économique régional. Le commerce, comme nous l'avons dit, était crucial. Samarcande était un nœud commercial de première importance, un point de passage obligé sur les routes de la soie. Timour comprenait que la prospérité de sa capitale dépendait du commerce et faisait tout pour le faciliter. Les routes étaient sécurisées, les bandits pourchassés, les caravansérails entretenus. Mais paradoxalement, les campagnes de destruction menées par Timour dans les régions voisines perturbaient les réseaux commerciaux qu'il prétendait protéger. Détruire Bagdad, c'était détruire un nœud commercial majeur. Dévaster la Perse,
c'était désorganiser les routes qui reliaient l'Inde à la Méditerranée. Il y a là une contradiction fondamentale que Timur n'a jamais résolue, ou peut-être jamais perçue. La vie intellectuelle et spirituelle de la Transoxiane sous Timur mérite une attention particulière. Le soufisme, la dimension mystique de l'islam, jouait un rôle considérable dans la société. Les confréries soufis, les tariqas, étaient implantées dans toute la région et jouissaient d'une influence immense sur la population. Timur entretenait des relations complexes avec les chefs soufis. Il les respectait, les consultait, recherchait leur bénédiction, mais il veillait aussi à ce qu'ils ne deviennent pas trop puissants ou trop indépendants. La frontière entre le spirituel et le politique était poreuse, et Timur la surveillait avec attention. Un personnage important dans ce contexte est Saïd Baraka, un descendant du prophète originaire de Mecque qui devint le conseiller spirituel de Timur. Saïd Baraka accompagna Timur dans ses campagnes, légitimant ses conquêtes par sa présence et par sa caution religieuse. En retour, il bénéficiait de la protection et de la générosité du conquérant. Cette alliance entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel est caractéristique de la politique de Timur, qui cherchait toujours à entourer son autorité d'une aura de légitimité religieuse. La question de la légitimité, justement, est centrale dans la compréhension du système politique de Timur. Nous avons déjà mentionné le fait qu'il ne pouvait pas revendiquer le titre de khan. Cette limitation le hantait. Il la contournait de plusieurs manières. D'abord, en maintenant un khan fantoche sur le trône, un descendant de Gengis Khan qui servait de couverture juridique. Ensuite, en se faisant appeler Guregen, le gendre, parce qu'il avait épousé une princesse de la lignée Gengis Khanide, ce qui lui conférait un lien indirect avec la dynastie sacrée. Enfin, en accumulant d'autres formes de prestige, le titre de Ghazi, le guerrier de la foi, le mécénat religieux et culturel, la construction monumentale, les victoires militaires éclatantes. Mais malgré tous ces efforts, la légitimité de Timur restait fragile. Elle reposait en dernière instance sur sa personne, sur sa capacité à vaincre, à punir et à récompenser. C'est pourquoi son empire ne lui survécut pas intact. Sans le charisme et la terreur qu'inspirait Timur en personne, le système s'effondrait. Ses successeurs tentèrent de reproduire son modèle, mais aucun ne possédait la combinaison unique de talents militaires, de ruses politiques et de volonté implacable qui avait fait de Timur ce qu'il était. Parlons de la famille de Timur, car elle joue un rôle important dans l'histoire de l'Empire. Timur avait plusieurs épouses et de nombreux fils et petits-fils. La structure familiale était complexe, marquée par des rivalités, des alliances et des trahisons. Les fils de Timur furent nommés gouverneurs de différentes provinces, une pratique destinée à assurer le contrôle de l'Empire, mais qui engendrait aussi des conflits d'autorité et des jalousies. Le fils aîné de Timur, Jahangir, mourut prématurément, ce qui perturba les plans de succession. Le deuxième fils, Omar Sheikh, mourut également avant son père, lors d'un accident. Le troisième fils, Miran Shah, gouverneur de l'Azerbaïdjan et de l'Iran occidental, souffrait d'un traumatisme crânien à la suite d'une chute de cheval qui, selon les chroniqueurs, affecta son comportement et son jugement. Timur fut contraint de le démettre de ses fonctions après que Miran Shah eut pris des décisions erratiques et provoqué des troubles dans sa province. Le quatrième fils, Shahrukh, gouverneur du Khorasan basé à Hérat, était le plus capable et le plus stable, et c'est lui qui finit par s'imposer après la mort de Timur. Mais la succession ne fut pas facile. Timur avait désigné comme héritier son petit-fils Pir Muhammad, fils de Jahangir, mais cette désignation ne fut pas respectée. À la mort de Timur, le petit-fils Khalil Sultan, fils de Miran Shah, s'empara de Samarcande et se proclama souverain. Shahrukh dut mener plusieurs campagnes pour rétablir son autorité et réunir les différentes parties de l'Empire sous son commandement.
Il y parvint finalement, mais l'épisode illustre la fragilité structurelle du système politique timuride. Shahrukh régna de mi-405 à mi-447, une durée remarquable pour un souverain de cette époque et de cette région. Sous son règne, l'empire timuride se transforma progressivement d'un empire de conquête en un empire de culture. Les campagnes militaires cessèrent pour l'essentiel. L'accent fut mis sur l'administration, le commerce, les arts et les sciences. Hérat devint l'une des villes les plus brillantes du monde musulman, un centre culturel d'une richesse exceptionnelle. Mais cette transformation avait un prix. Sans les flux de butin qui avaient alimenté l'économie sous Timour, il fallut trouver d'autres sources de revenus. L'impôt fut augmenté, ce qui provoqua des mécontentements. Le commerce fut encouragé, mais les routes commerciales, perturbées par des décennies de guerre, mirent du temps à se rétablir pleinement. Et surtout, le prestige militaire qui avait été la base de l'autorité de Timour n'avait plus de support. Les émirs et les chefs de clan, qui avaient obéi à Timour par peur et par espoir de butin, n'avaient plus les mêmes raisons d'obéir à Shahrukh. Le résultat fut une érosion progressive de l'autorité centrale. Les provinces devinrent de plus en plus autonomes. Les gouverneurs locaux agissaient de plus en plus en souverains indépendants. L'unité de l'empire se maintint tant que Shahrukh vécut, grâce à sa sagesse et à son prestige personnel. Mais après sa mort, la fragmentation s'accéléra rapidement. Il y a quelque chose de profondément instructif dans cette trajectoire. L'empire de Timour était un empire construit pour la guerre, par la guerre, à travers la guerre. Quand la guerre cessa, l'empire ne sut pas se réinventer. C'est un schéma que l'on retrouve dans d'autres moments de l'histoire, des structures créées pour une fonction spécifique qui ne parviennent pas à s'adapter quand les circonstances changent. La machine de guerre de Timour était extraordinairement efficace pour conquérir, mais elle n'avait pas prévu la paix. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans cette paix fragile et incertaine que la civilisation timuride produisit ses œuvres les plus durables. Les mosquées, les madrassas, les mausolées construits sous Shahrukh, Ulugh Beg et Hussein Baykara sont encore debout aujourd'hui. Les manuscrits enluminés produits dans les ateliers de Hérat sont conservés dans les plus grands musées du monde. La poésie persane et turque composée à la cour timuride est encore lue et célébrée. La science astronomique d'Ulugh Beg a contribué au progrès des connaissances humaines bien au-delà des frontières de l'Asie centrale. C'est peut-être la leçon la plus troublante de l'histoire de Timour. La destruction et la création peuvent naître de la même source. Le même système qui a produit les pyramides de Kran a aussi produit les dômes turquoises de Samarcande. Le même pouvoir qui a ravagé des continents a aussi engendré l'une des plus grandes floraisons culturelles de l'histoire islamique. Comment réconcilier ces deux réalités ? Peut-être qu'il ne faut pas les réconcilier. Peut-être qu'il faut simplement les regarder en face, accepter leur coexistence et comprendre que l'histoire humaine est faite de ces contradictions irréductibles. Mais cette leçon elle-même demande une nuance. Il serait faux de dire que la violence de Timour était le prix nécessaire de la civilisation timuride. Les artisans déportés auraient produit des œuvres magnifiques dans leur ville d'origine, sans avoir besoin d'être arrachés à leur foyer et transportés de force à Samarcande. Les scientifiques auraient fait leurs découvertes sans le patronage d'un conquérant sanguinaire. La civilisation n'avait pas besoin de la destruction pour fleurir. C'est Timour qui avait besoin de la civilisation pour légitimer sa destruction. Examinons maintenant comment la mémoire de Timour a évolué au fil des siècles. Comment différentes cultures et différentes époques l'ont perçue, interprétée, utilisée ou rejetée. Car l'histoire de Timour ne s'arrête pas à sa mort. Elle continue à vivre dans les mémoires, les légendes, les récits officiels et les réappropriations idéologiques.
En Asie centrale, et particulièrement en Ouzbékistan, Timour est devenu un héros national. Après l'indépendance de l'Ouzbékistan en 1991, le gouvernement d'Islam Karimov fit de Timour le symbole fondateur de la nation ouzbèque. Des statues furent érigées, des places furent rebaptisées, des musées furent créés. À Tachkent, une statue de Timour sur son cheval de guerre remplaça la statue de Karl Marx qui occupait auparavant la place centrale. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète un besoin de construire une identité nationale distincte de l'héritage soviétique. Et Timour, natif de la terre ouzbèque, conquérant du monde, bâtisseur de Samarcande, offrait un récit glorieux parfaitement adapté à ce projet. Mais cette glorification nationale est sélective. L'Ouzbékistan officiel célèbre le Timour bâtisseur, le mécène, le stratège génial, le fondateur d'un empire puissant. Il passe sous silence le Timour massacreur, le destructeur de villes, le responsable de millions de morts. Les pyramides de crânes sont absentes des manuels scolaires ouzbeks ou mentionnées comme des exagérations de chroniqueurs hostiles. C'est un processus classique de construction mémorielle où l'on choisit les éléments du passé qui servent le présent et où l'on oublie ce qui dérange. En Iran, la mémoire de Timour est radicalement différente. Pour les Iraniens, Timour est avant tout le destructeur d'Ispahan, de Shiraz, de Bagdad, l'homme qui a dévasté les centres de la civilisation persane et qui a saigné le pays pendant des décennies. La perspective iranienne sur Timour est marquée par la douleur et la colère, par le souvenir des massacres et des destructions. C'est un rappel utile que l'histoire a toujours plusieurs visages, et que ce qui est un héros pour les uns est un cauchemar pour les autres. En Inde, la mémoire de Timour est également négative, associée au sac terrible de Delhi en 1398. Mais elle est aussi ambiguë, car l'empire moghol, qui est une source de fierté pour une partie de la tradition indo-musulmane, est un héritage direct de Timour. Les Moghols eux-mêmes cultivaient leur ascendance timuride avec soin, utilisant le prestige de leurs ancêtres pour légitimer leur propre pouvoir. En Turquie, la mémoire de Timour est celle du vainqueur d'Ankara, de l'homme qui a humilié Bayezid et qui a failli détruire l'Empire ottoman dans son enfance. C'est un souvenir douloureux, même si les siècles de grandeur ottomane qui ont suivi ont largement effacé cette blessure. En Europe, Timour a longtemps été perçu à travers le prisme de la peur et de la fascination. Christopher Marlowe, le dramaturge élisabétain, en fit le héros de sa pièce Tamburlaine the Great, publiée en 1587, qui le présentait comme un conquérant surhumain, à la fois terrible et admirable. Georg Friedrich Händel composa un opéra sur le même sujet. Les Lumières européennes le citaient parfois comme exemple de despotisme oriental, un repoussoir utile pour leur réflexion sur le pouvoir, la tyrannie et la civilisation. Au XXe siècle, l'étude académique de Timour a considérablement progressé grâce aux travaux d'historiens comme Vassili Barthold, Jean-Paul Roux, Béatrice Forbemans et d'autres. Ces travaux ont permis de dépasser les visions simplistes, héroïques ou diaboliques et de replacer Timour dans son contexte historique en comprenant les logiques politiques, économiques et culturelles qui ont façonné sa trajectoire. Le résultat est une image plus nuancée, plus complexe et plus humaine, même si le mot « humain » peut sembler déplacé quand on parle d'un homme responsable de tant de souffrances. Un épisode curieux mérite d'être mentionné. En juin 1941, une équipe d'archéologues soviétiques, dirigée par Mikhaïl Gerasimov, ouvrit le tombeau de Timour dans le Gour-e-Amir de Samarcande. L'objectif était scientifique, reconstituer le visage de Timour à partir de son crâne grâce à la méthode de reconstitution faciale développée par Gerasimov. L'ouverture du tombeau eut lieu le 19 juin 1941. 3 jours plus tard, le 22 juin, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique dans l'opération Barbarossa.
Cette coïncidence temporelle donna naissance à une légende tenace, celle de la malédiction de Tamerlan. Selon cette légende, une inscription sur le tombeau avertissait que quiconque ouvrirait le sépulcre déchaînerait un guerrier encore plus terrible que Timour lui-même. L'invasion allemande semblait confirmer la malédiction. La légende est probablement apocryphe. Aucune source fiable ne mentionne une telle inscription. Mais elle est révélatrice de la puissance symbolique que Timour continue d'exercer, même des siècles après sa mort. La figure de Timour reste un réservoir de sens, un écran sur lequel chaque époque projette ses propres peurs, ses propres aspirations, ses propres interprétations. Guerassimov, pour sa part, réalisa une reconstitution faciale du crâne de Timour qui nous donne la meilleure approximation que nous possédions de son apparence physique. Le visage qui émerge est celui d'un homme aux traits largement mongoloïdes, avec des pommettes hautes, un nez droit, une barbe fournie. L'examen du squelette confirma la boiterie, avec une jambe droite ankylosée, et révéla également des dommages importants à la main droite, confirmant les récits des chroniqueurs médiévaux. Que nous dit l'histoire de Timour sur les mécanismes du pouvoir et de la domination ? Plusieurs observations s'imposent. Premièrement, Timour démontre que le pouvoir peut être construit sur des bases extrêmement fragiles, à condition que l'individu qui le construit possède un ensemble de compétences exceptionnelles. Timour n'avait ni la légitimité dynastique, ni une base de pouvoir solide, ni même un corps intact. Il a construit son empire à partir de presque rien, par la force de sa volonté, de son intelligence et de sa capacité à manipuler les hommes et les circonstances. Deuxièmement, l'histoire de Timour illustre les limites des empires personnels. Un empire construit autour d'un seul homme, aussi extraordinaire soit-il, ne peut pas survivre à cet homme. La mort de Timour a entraîné la fragmentation de son empire parce que l'empire n'était pas un système, mais un homme. C'est la différence fondamentale avec des empires comme l'Empire romain ou l'Empire chinois, qui reposaient sur des institutions durables, capables de survivre à la disparition de n'importe quel individu. Troisièmement, l'histoire de Timour pose la question du rapport entre civilisation et violence. Peut-on construire une grande civilisation sur les fondations de la destruction ? La réponse historique semble être oui, mais avec une nuance cruciale. La civilisation timuride a fleuri non pas grâce à la violence de Timour, mais malgré elle, et souvent après elle, quand les conditions de paix relative ont permis au talent humain de s'exprimer librement. Quatrièmement, Timour nous rappelle que l'histoire est rarement un récit de progrès linéaire. Le XIVe siècle en Asie centrale n'est ni meilleur ni pire que les siècles qui l'ont précédé ou suivi. C'est simplement différent, avec ses propres logiques, ses propres valeurs, ses propres contradictions. Juger Timour à l'aune des valeurs morales du XXIe siècle est anachronique. Mais cela ne signifie pas que ses actes échappent à toute évaluation morale. Les hommes et les femmes qu'il a fait massacrer souffraient autant que souffrirait n'importe quel être humain à n'importe quelle époque. L'héritage architectural de Timour, qui est peut-être l'aspect le plus tangible de son legs, mérite un dernier regard. Le Gour Amir, le mausolée où il repose, avec son dôme côtelé recouvert de carreaux bleu-azur, est l'un des monuments les plus reconnaissables d'Asie centrale. Sa forme, sa proportion, son système de décoration ont influencé l'architecture funéraire dans tout le monde musulman, y compris le Taj Mahal de l'Inde moghole, qui est un descendant direct, par sa lignée architecturale, des mausolées timurides de Samarcande. La mosquée Bibi Khanoum, malgré ses problèmes structurels et les tremblements de terre qui l'ont endommagée au fil des siècles, reste un témoignage impressionnant de l'ambition architecturale de Timour. Restaurée au XXe siècle, elle se dresse toujours au cœur de Samarcande, rappelant l'époque où la ville rivalisait avec les plus grandes capitales du monde.
Le Régistan, la place publique de Samarcande flanquée de 3 madrasas monumentales, est souvent considéré comme l'un des plus beaux ensembles architecturaux du monde islamique. La madrasa d'Ulugh-Beg, construite en 1417, est la seule des 3 qui date de l'époque timuride proprement dite. Les 2 autres, la madrasa Tcherdor et la madrasa Tiyakari, furent construites au XVIIe siècle par les souverains ouzbeks, mais dans un style qui s'inscrit directement dans la tradition architecturale timuride. L'ensemble du Régistan est inscrit au patrimoine mondial depuis 1981, reconnaissance internationale de la valeur exceptionnelle de cet héritage. Chakrisabz, la ville natale de Timour, conserve les ruines de l'Aksaray, le palais blanc, que Timour fit construire comme résidence d'été. L'Aksaray devait être le plus grand et le plus somptueux de tous ces édifices. Il n'en reste aujourd'hui que les bases de l'immense portail d'entrée, dont les fragments de décoration en carreaux émaillés donnent une idée de la magnificence perdue. Une inscription sur le portail disait, selon les chroniqueurs, « Si tu doutes de notre puissance, regarde nos bâtiments ». Cette phrase résume à elle seule la philosophie architecturale de Timour, la conviction que les pierres parlent plus fort que les mots et que les bâtiments survivent plus longtemps que les hommes. Et c'est vrai. Les bâtiments de Timour ont survécu plus longtemps que son empire. 600 ans après sa mort, les dômes turquoises de Samarcande continuent de briller sous le soleil d'Asie centrale, témoins silencieux d'une époque de violence et de splendeur, de destruction et de création, de terreur et de beauté. Le soleil se couche sur Samarcande. Les dernières lueurs dorées effleurent les carreaux de faïence du Gour et Amir, allumant des reflets bleus et verts sur les parois du mausolée. À l'intérieur, dans la pénombre fraîche, repose Timour sous sa dalle de jade, immobile enfin, lui qui ne s'est jamais arrêté de son vivant. Les visiteurs passent, les siècles passent, les empires passent. Mais les pierres restent. La Transoxiane a connu d'autres maîtres après Timour. Les Ouzbeks, les Persans, les Russes, les Soviétiques ont tour à tour gouverné cette terre. Samarcande a été oubliée, redécouverte, restaurée, mythifiée. Les routes de la soie se sont taries, puis ont été remplacées par des chemins de fer, des routes, des avions. Le monde a changé, de manière que Timour n'aurait pas pu imaginer. Mais dans les ruelles de Samarcande, dans les cours intérieures des madrasas, dans les jardins où les grenadiers fleurissent encore au printemps, quelque chose de son esprit persiste. Non pas la violence, non pas la terreur, mais cette conviction obstinée qu'un homme peut transformer le monde par la force de sa volonté, pour le meilleur et pour le pire. L'histoire de Timour n'est pas une leçon de morale. Elle ne dit pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle dit simplement ce qui a été, dans toute sa complexité, dans toute son ambiguïté, dans toute son humanité terrible et fascinante. Et peut-être que c'est cela, la fonction la plus précieuse de l'histoire. Non pas juger, mais comprendre. Non pas condamner ou glorifier, mais regarder, écouter, et tenter de saisir ce que les siècles passés ont à nous dire sur ce que nous sommes. La nuit tombe doucement sur les plaines d'Asie centrale. Les étoiles apparaissent une à une, les mêmes étoiles qu'Ulugh-Beg observait depuis son observatoire, les mêmes que les cavaliers de Timour voyaient briller au-dessus des steppes, les mêmes que les habitants de Samarcande contemplaient depuis les terrasses de leur maison en pisé il y a 600 ans. Le ciel ne change pas. Ce sont les hommes qui passent. Si cette traversée du temps vous a accompagné vers le sommeil, si les mots ont su créer autour de vous un espace de calme et de réflexion, alors cette histoire a rempli sa fonction. Avant de fermer les yeux, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, pour laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, aime s'endormir en voyageant à travers les siècles. Bonne nuit, et à bientôt pour une nouvelle histoire.